La truelle d'un jardinier a déterré plus que de la terre, elle a mis à jour un secret. Bienvenue dans Mystères de Minuit France, je suis votre hôte Gustave. Où allez-vous résoudre les mystères d'aujourd'hui? C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Commencons. C'était le genre de matinée où l'on osait prétendre que tout allait bien dans le monde. La lumière du soleil se déversait en rubans dorés sur les pelouses soigneusement entretenues de Sal Elm Ridge, une imposante demeure de campagne géorgienne nichée au cœur de la campagne du Sussex. Le printemps était arrivé avec un charme démesuré. Les crocus fleurissaient en grappes luxuriantes, lavande, safran et blanc bordant les allées de gravier, tel un rêve impressionniste. Les oiseaux chantaient sans se soucier des convenances. Le jardinier, un homme nerveux au dos courbé comme un point d'interrogation, fredonnait, agenouillé près du plus grand massif de crocus, près de la fontaine ouest. À 8 heures précises, sa truelle a heurté quelque chose qui n'était pas de la terre. Un métal tranchant choqué. Une pause. Puis un autre grattage, plus prudent cette fois. Il brasse la terra. Ce qui en ressortit n'était pas un outil de jardinage enfoui depuis longtemps ni de l'argenterie égarée au manoir, mais la poignée d'une petite boîte ornée. Dorée, pas plus grande qu'un écrin à bijoux. Alors qu'il la tirait et soulevait le couvercle, la matinée prit une tournure plus sombre. À l'intérieur se trouvait un gant. Un gant de femme, délicat et brodé, trempé de sang, depuis longtemps rouillé. À 9h15, la police était arrivée. À 10h du matin, le parterre de crocus était devenu une scène de crime. Et à midi, la maîtresse d'Elmridge Hall avait disparu. Son nom était Lady Cordelia Worsley, veuve, charmante et redoutable comme seule la noblesse anglaise pouvait l'être. Elle avait invité cette personne pour le week-end, la plupart d'un certain pédigré. Il y avait son filleul, le débauché Miles Denholm, son ancien ami d'école devenu romancier, Evangeline Bryce, docteur A.S. Aldouaric, un médecin traumatisé par la guerre avec des yeux froids de chirurgien. Le volage et à la mode Mademoiselle Iris Linton, compagnon, secrétaire, de Lady Cordelia, dont personne ne croyait qu'elle avait jamais pris une dictée. Colonel Archibald Marsh, récemment retraité de l'armée de Sa Majesté et s'accrochant à la nostalgie impériale. Monsieur Julien Franc. Un antiquaire ayant un intérêt suspect pour la collection privée de Lady Cordelia. Et enfin, Madame Dorothy Linley, un cousin pieux de Bath qui désapprouvait tout et tout le monde. Au dîner du samedi soir, l'ambiance était considérablement ternie. Cordelia avait disparu, son lit intact, sa valise toujours prête, et son chien hurlant à la porte du jardin de crocus. La découverte du gant ensanglanté, dont il fut plus tard confirmé qu'il s'agissait du sien, ne laissait aucune illusion. Lady Cordelia Worsley ne s'était pas simplement égarée. Mais personne ne pouvait dire ce qui s'était passé, ni quand, ni pourquoi. Elle avait déjà organisé ces week-ends des réunions conviviales avec une pointe de menace, telle une lionne jouant avec des souris. Elle adorait les secrets et était réputée pour sa langue acérée et son intuition encore plus perçante. Et si le massif de crocus avait magnifiquement fleuri en surface, quelque chose d'autre avait visiblement pris racine en dessous. Lundi matin, l'inspecteur du Sussex, jeune, enthousiaste et dépassé par les événements, a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un homicide, et que l'affaire était des plus déroutantes. Je crois que nous devons faire appel à quelqu'un avec un œil continental, murmura Madame Linley, comme si elle confessait un péché. C'est le docteur Harrick qui a finalement prononcé le nom avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Hercule Poirot, le Belge, le détective. Et comme ça, l'invitation a été envoyée. 4 heures plus tard, une voiture noire s'engagea dans l'allée gravillonnée d'Elmridge Hall. Elle s'immobilisa parfaitement, sans un seul sursaut ni un seul crissement. La portière s'ouvrit et un homme compact en sortit, à la tête ovoïde, à la moustache resplendissante et à l'allure d'un empereur inspectant un territoire étranger. Ses chaussures vernies brillaient. Pas un grain de poussière de la route n'effleurait ses guêtres gris tourterelles. Il contemplait la splendeur printanière avec un léger froncement de sourcils désapprobateur. Les parterres de fleurs désordonnées, les rideaux trop lâches aux fenêtres du salon, les pavés dépareillés. Hercule Poirot était arrivé. Et le meurtre n'avait jamais été habillé aussi poliment. Poirot se tenait silencieusement dans le hall d'entrée d'Elmridge Hall, son regard perçant scrutant les détails élégants mais vétustes du manoir. Un léger parfum floral flottait dans l'air, de la lavande peut-être, et autre chose, du crocus, remarqua-t-il. Le majordome,
Un homme mince et tremblant nommé Finch attendait à ses côtés, l'air hésitant entre s'incliner et s'excuser. « Les invités sont toujours là ?» demanda Poirot d'une voix légère mais sèche. « Oui, monsieur. » Tous, sauf l'agent, ont conseillé de rester jusqu'à ce que la situation soit résolue. Les yeux de Finch remontèrent brièvement, puis se baissèrent. « Miss Worsley, pardon, Lady Worsley, n'a pas été vue depuis samedi soir. Ses appartements sont intacts, à l'exception d'un châle léger qui manque dans l'armoire. Et le chien? Oui, le chien. La bête qui hurlait. » Poirot hocha la tête, comme si cela confirmait quelque chose. « Et la boîte? La boîte trouvée sous le massif de Crocus. Où est-elle maintenant? » L'inspecteur du Sussex l'a apportée à l'EOS pour analyse. Bien qu'il y ait peu de choses à examiner, il semble ancien. Antique, même. On dit que Lady Cordelia conservait de nombreux bibelots de ce genre. Poirot hocha la tête et suivit Finch tandis que le majordome le conduisait dans le couloir, passant devant une rangée de portraits à l'huile rigide et d'horloges silencieuses. Poirot remarqua le léger frottement d'un talon sur le carrelage près de la porte du jardin. Il le rangea. Rien n'était trop petit. Ils entrèrent dans le salon où les autres invités attendaient comme des acteurs, se demandant si le rideau était levé. Un silence régna à son entrée. Poirot laissa son regard parcourir lentement les visages. Il n'avait pas été présenté, et il n'en avait pas besoin. Miles Denholm était assis, drapé sur l'accoudoir d'un fauteuil, habitué à être observé. Il jouait avec un briquet doré, le faisant tourner entre ses doigts, le regard trop détaché. Mademoiselle Iris Linton se tenait près du bar, resplendissante dans un chemisier en soie bleu sarcelle et un pantalon long qui suggérait plus la mode que le chagrin. Le colonel Marsh se tenait près de la cheminée, droit et raide, observant Poirot comme un officier rival. Julian Vane examinait la reliure des livres de Lady Cordelia, sans en toucher aucun. Le docteur Harrick était adossé au piano, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Et Evangeline Bryce, la romancière, était assise, un carnet ouvert sur les genoux, la plume à la main, sans qu'on sache clairement si elle avait l'intention d'écrire une nécrologie ou un complot. Seule Madame Linley semblait vraiment déplacée, assise bien droite sur le bord d'un canapé, les mains gantées de blanc serrées sur ses genoux. Poirot s'inclina légèrement. « Messieurs, mesdames, vous savez pourquoi je suis ici. » Personne ne répondit. Poirot laissa le silence s'éterniser juste assez pour devenir mal à l'aise. « Je ne commence pas par des accusations, » a-t-il poursuivi. « Je pars uniquement des faits, et à partir de ces faits, je construis la vérité. Vous m'assisterez tous, n'est-ce pas? C'est entendu. » « Bien sûr, » dit aussitôt Evangeline Bryce en levant le menton. « Tout pour aider Cordelia. Je refuse toujours de croire qu'elle est vraiment. » Sa voix s'interrompit. « Ce n'est pas le genre de femme à disparaître discrètement, » murmura le colonel Marsh. « Si elle était partie quelque part, elle aurait laissé des instructions. Des notes. Des ordres. Cordelia adorait les ordres. » Poirot hocha la tête. « Et pourtant, elle n'en a laissé aucun. » Le docteur Harrick prit enfin la parole. « Nous ne savons pas si elle est morte. » Poirot se tourna vers lui, les mains jointes dans le dos. « Croyez-vous qu'elle soit vivante, docteur? » « Je crois que le gant n'est pas un corps. Il pourrait s'agir d'une ruse, d'un objet placé. J'ai vu des tromperies pires pendant la guerre. » « Oui, mais elle est tachée de sang. » Poirot inclina légèrement la tête. « Vous, mieux que quiconque, savez si une telle tache est vraiment ancienne ou appliquée de façon théâtrale. L'avez-vous vue? »« Oui, oui, » dit Harrick. « Et ça avait l'air bien réel. Mais je suis médecin, pas oracle. » Poirot se tourna alors vers Iris Linton, dont les ongles vernis claquaient contre son verre. « Mademoiselle, vous êtes la secrétaire de Lady Worsley, n'est-ce pas? Vous l'aidez avec son courrier et ses agendas? » « Quand elle le permettait, » dit Iris en haussant les épaules. Elle aimait surtout prendre ses notes. « J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tout arrangé, j'ai apporté le courrier, je me suis occupé de sa garde-robe. On n'était pas très proches, si c'est ce que tu insinues. » Poirot sourit faiblement. « Et pourtant, tu es resté. Personne ne m'a dit que je pouvais partir. » Poirot l'étudia encore un instant, puis s'éloigna, se dirigeant maintenant vers l'étagère où se tenait Julian Vane. « Monsieur Vane, dit-il, vous êtes antiquaire, n'est-ce pas? » « Oui, je suis spécialisé dans les objets européens rares, notamment d'ordre ecclésiastique. » Poirot hocha lentement la tête. « Lady Cordelia aimait ce genre de choses, non? »
Elle possédait une collection modeste, principalement des curiosités. Je ne la qualifierais pas de raffinée, mais elle estimait que certaines pièces avaient de la valeur. Nous en discutions d'une en particulier la veille de sa disparition. Quelle pièce? Un reliquaire. Il daterait du XVe siècle. Embermel. Elle a dit qu'il venait de France, mais j'ai des doutes. Poirot plissa les yeux. Et ce reliquaire, où est-il maintenant? Disparu, dit Vane d'un ton neutre. Elle le gardait dans sa vitrine à l'étage. Mais quand j'ai vérifié hier matin, il avait disparu. Poirot se retourna lentement. Alors, la boîte dans le parterre de Crocus. Une femme disparue. Un gant ensanglanté. Un objet disparu. Et cet invité, chacun avec sa propre affection ou tension pour Lady Cordelia. On dirait un de ces jeux, dit soudain Évangeline. Elle adorait les jeux. Les énigmes psychologiques. Un jour, elle laissait traîner de faux télégrammes dans la maison pour voir qui les ouvrirait. La moustache de Poirot s'y contracta. A-t-elle aussi simulé des taches de sang? Un silence s'installa à nouveau. S'il vous plaît, dit-il, chacun de vous me parlera en privé. Rien ne presse. Mais j'exige de l'honnêteté et des détails. Des petits détails. Même des broutilles, comme dirait votre Sherlock Holmes. Il se tourna vers Finch, qui avait attendu silencieusement près de la porte. Une petite demande, Monsieur Finch. J'aimerais voir la chambre de Lady Cordelia. Et le jardin, bien sûr. Comme vous voudrez, monsieur. Poirot se tourna une dernière fois vers le groupe, la voix plus douce. Quelqu'un ici sait ce qu'il est advenu de Lady Cordelia Worsley. Qu'elle soit encore parmi nous ou qu'elle repose sous le parterre de Crocus, nous le verrons bien. Mais je vous le promets, la vérité, elle se lèvera. Et tandis qu'il sortait de la pièce, sa démarche lente et équilibrée, chaque oreille tendait l'oreille pour entendre le rythme de ses pas trop précis, trop calmes, comme si même son pas était une forme d'accusation. Il ne dormirait pas facilement ce soir. Poirot avait commencé. Poirot gravit l'escalier tournant d'Elmridge Hall d'un pas mesuré, celui d'un homme qui ne se presse pas et qui ne perd pas une seconde. Finch planait derrière lui telle une ombre pâle, ses pas presque silencieux sur l'épais tapis. Arrivé sur le palier, Poirot s'arrêta pour observer le couloir. Une rangée de hautes fenêtres laissait filtrer une lumière douceâtre, éclairant les grains de poussière flottant paresseusement dans l'air. 6 portes, 3 de chaque côté, se faisaient face sur toute la longueur du couloir. Les appartements de Lady Cordelia, demanda doucement Poirot. La 3e à droite, monsieur. Répondit Finch. Elle la gardait toujours fermée à clé lorsqu'elle n'y était pas, mais pas cette fois-ci. Poirot hocha légèrement la tête, puis s'approcha de la porte. Il l'ouvrit doucement et entra. La chambre était vaste mais sans ostentation, décorée avec goût dans des tons crème et bleu, avec un lit à baldaquin en fer, un bureau en noyer et une chaise longue étroite près de la cheminée. À première vue, tout semblait en place. Trop de choses en place. Il se dirigea lentement vers le lit, observant les draps impeccables, l'oreiller intact, la petite horloge en argent sur la table de nuit indiquant précisément 11h moins 10. Un livre était posé à côté, face cachée, une vie du cardinal Wolsey. Les pages étaient froissées, mais le dos intact. Une paire de lunettes reposait sur un apron en dentelle, parfaitement aligné avec le bord de la table. Finch, murmura Poirot, qui est entré dans cette pièce depuis samedi soir. Seulement le gendarme et moi, monsieur. Personne n'a touché à rien. Vous avez demandé que nous préservions les lieux en l'état. Et aucun signe de lutte, aucun désordre. Aucun. Pas même un rideau de travers. Poirot s'approcha du bureau. L'encrier était à moitié plein, le buvard propre. Une lettre, non envoyée et soigneusement pliée, reposait sur le buvard. Poirot la prit avec un mouchoir et en lut les premières lignes. Ma chère Évangeline, certaines remarques faites au dîner me troublent de plus en plus. Si j'ai toujours chéri le réconfort d'une histoire partagée, je ne peux ignorer le sentiment qu'il y a quelque chose de plus profond. Poirot ne lut plus. Il replia la lettre, la remit exactement comme elle était et se dirigea vers l'armoire. Finch l'ouvrit sans instruction. À l'intérieur, les robes étaient suspendues dans un ordre impeccable, chacune séparée par un mouchoir, comme si leur propriétaire les préparait pour une exposition au musée. Mais sur le crochet intérieur où un châle aurait pu être posé, on ne percevait qu'une faible impression de poids, un pli dans le tissu, un fantôme de présence. « Il ne manque que le châle ?» demanda Poirot. « Pour autant que je sache, monsieur. » Poirot assit à Powder Lumen. Une femme qui projette de disparaître prend plus qu'un châle.
Une femme qui disparaît contre son gré ne peut emporter que ce qu'elle a sous la main. Regardons maintenant le jardin. Ils descendirent sans un mot, et Finch le conduisit par les portes arrière, sur le chemin de gravier menant au massif de Crocus. Ici, l'illusion de tranquillité avait été brisée. Une fine corde marquait désormais les bords du massif perturbé, et 2 agents avaient laissé des traces de bottes dans le sol meuble. Une légère dépression, à moitié comblée, trahissait l'endroit où la boîte avait été découverte. Poirot s'accroupit à côté. Il ne toucha pas le sol, se contenta d'observer. Les fleurs les plus proches du centre avaient été piétinées, écrasées sous ce qui semblait être un petit talon étroit. Une empreinte, à moitié effacée, pointait vers la haie orientale. Il leva les yeux vers Finch. Le jardinier. Il a découvert la boîte? Oui, monsieur. Hargreaves. Il travaille ici depuis 20 ans. Souhaitez-vous lui parler? Plus tard. Pour l'instant, dites-moi, qui d'autre aurait pu entrer dans ce jardin samedi soir sans être vu? Finch hésita. Qui vous plaît, monsieur? Les portes du jardin n'ont pas de serrure. Mais Lady Cordelia détestait les visiteurs après le crépuscule. Elle avait l'habitude de se promener seule parmi les crocus avant de se coucher. Seule? Poirot haussa un sourcil. Dans le noir, elle a dit que cela l'aidait à réfléchir. Poirot se leva et frotta ses mains gantées. Alors quelqu'un d'autre connaissait cette habitude. Alors qu'il retournait vers la maison, le regard de Poirot se porta vers la fontaine près du parterre de fleurs. Là, à moitié dissimulé par un chérubin de pierre, il remarqua un léger scintillement. Il se pencha vivement et le récupéra, un bouton de manchette en or, couvert de boue mais indéniablement monogrammé. « Finch, dit-il doucement, est-ce que l'un de nos invités porte de tels ornements? Je crois que c'est le cas de M. Denholm, monsieur. De l'or avec ses initiales. Un cadeau de Lady Cordelia, si j'ai bien compris. » Ah, dit Poirot en rangeant soigneusement le bouton de manchette. Quelle générosité! De retour à l'intérieur, Poirot demanda que chaque invité lui soit envoyé, un par un, dans le petit salon. C'était une pièce austère, des étagères, un bureau, 2 fauteuils. Calme. Neutre. Utile pour observer l'éthique. Miles Denholm est arrivé en premier, languissant et souriant, comme s'il donnait une interview à un journal pour un rôle qu'il n'avait pas mérité. Quel drame, dit-il en s'asseyant, une jambe croisée sur l'autre. Cordelia a toujours aimé semer le chaos, même si ça semble encore plus compliqué pour elle. Tu étais proche. Je suis son filleul. Presque de la famille. On a une prise de bec, bien sûr. Tu restais souvent ici? Assez souvent. Elle m'appréciait beaucoup. Il sourit sans chaleur. Certains pensaient que c'était trop, mais Cordelia n'a jamais vraiment apprécié les ragots. Possédez-vous une paire de boutons de manchette en or avec les initiales MD? Denholm marqua une pause. Juste un éclair, mais Poirot le vit. Oui. Pourquoi? Ils ne sont pas en votre possession maintenant? J'ai dû en perdre un, dit-il d'un ton léger. Je suis connu pour faire ça. Où es-tu allé samedi soir, après le dîner? J'ai fumé un cigare à la bibliothèque. Puis je suis allé me coucher. Seul. Poirot se pencha légèrement en avant. Avez-vous vu Lady Cordelia ce soir-là? Seulement au dîner. Elle se couchait tôt. Merci. Ce sera tout pour le moment. Miles Denholm partit avec son air habituel, mais Poirot remarqua la tension dans ses épaules. Il était suivi de Madame Linley, assise comme une femme sur un banc. C'est malsain, monsieur Poirot. Cet endroit est imprégné de vanité et de péché. Cordelia l'encourageait. Cartes, chérie, bavardage à minuit. Tu désapprouvais son style de vie? Je la plaignais, corrigea Madame Linley. Elle s'entourait de flatteurs et de flagorneurs. Et vous, madame? Vous êtes-vous promenée dans le jardin samedi soir? Je ne marche pas parmi les fleurs païennes, monsieur. Poirot pencha la tête. Païen? C'est un symbole de résurrection, mais Lady Cordelia s'en servait pour le spectacle. Sa foi était aussi superficielle que cet étang. En partant, Poirot réfléchit à son amertume. Sincère, peut-être. Mais une émotion sincère pouvait cacher une action calculée. Il avait d'autres entretiens devant lui, mais déjà, les fils commençaient à se resserrer. Une femme disparaît, sa dernière lettre n'étant qu'un avertissement voilé. Une relique disparue. Un bouton de manchette dans la poussière. Chaque indice pointait vers quelque chose de bien plus intime qu'un hasard ou un vol. Les yeux de Poirot se plissèrent. Il avait toujours dit que ce n'étaient pas les mensonges qui révélaient la vérité,
mais les contradictions aidaient. Déjà, les contradictions abondaient. Le docteur Aldou Harik entra ensuite dans le salon. Il entra avec la précision silencieuse d'un homme habitué aux environnements stériles et s'assit sans qu'on le lui demande, les mains soigneusement jointes sur les genoux. Son visage, pâle et tiré, était marqué par le léger tremblement d'un homme ayant vécu des interrogatoires, bien plus que polis. Poirot le regarda attentivement. « Vous avez fait la guerre, monsieur le docteur ?» « Oui, répondit Harik. « Chirurgie de campagne. France et Mésopotamie. Alors vous connaissez les signes de blessures violentes. Vous avez examiné le gant retrouvé? » « Oui, j'ai été le premier à le voir, en fait. Hargreaves l'avait déjà soulevé du sol avant l'arrivée du gendarme. Et selon votre avis professionnel, le sang était vrai, vieux, mais pas ancien, probablement séché depuis plusieurs jours. Vous ne faites aucun effort pour cacher votre détachement clinique. J'ai vu la mort sous des formes moins dignes, monsieur Poirot. Un gant taché de sang séché, c'est malheureux, certes, mais ce n'est pas encore un corps. Poirot se pencha légèrement en arrière. Connaissiez-vous bien Lady Cordelia? C'est bien. J'étais son médecin, en quelque sorte. Elle me consultait pour des troubles du sommeil et des vertiges, mais je n'avais pas grand-chose à diagnostiquer. Des symptômes psychologiques? Harik hésita, puis hocha la tête. Elle était troublée, paranoïaque par moments. Elle parlait d'ombres dans les couloirs, d'entendre des pas alors qu'il n'y avait personne à proximité. J'attribuais cela à son isolement et à son imagination. Elle avait un goût prononcé pour le théâtre. Les yeux de Poirot se plissèrent. Vous a-t-elle confié des craintes concernant ses invités? Non. Elle a même un jour suggéré que quelqu'un était entré dans sa chambre à son insu. Elle a dit que rien n'avait été volé, mais qu'elle se sentait surveillée. Intéressant. Et où étais-tu samedi soir après le dîner? Dans la salle de musique. Je jouais du piano. Vous pouvez vérifier cela auprès de mademoiselle Linton et du colonel Marsh, ils allaient et venaient tous les deux. Tu n'as pas remarqué si Lady Cordelia marchait dans le jardin? Non. Mais je me souviens avoir entendu les portes s'ouvrir à un moment donné. Les portes vitrées sont reconnaissables lorsqu'elles sont actionnées. C'était vers 22 heures. Poirot hocha légèrement la tête. Merci, docteur. Vous pouvez retourner auprès des autres. Après le départ d'Harik, Poirot resta un moment silencieux. Il faisait confiance au médecin pour connaître l'anatomie, pas toujours le caractère. Mais c'était ce que Harik n'avait pas dit, sa neutralité prudente à propos de Cordelia, l'absence de jugement personnel, qui frappait Poirot plus que tout. Puis vint Iris Linton, entrant avec l'assurance d'une femme qui avait depuis longtemps usé de son charme comme d'un bouclier. Elle s'assit non pas sur la chaise en face de Poirot, mais légèrement à sa gauche, en biais, comme pour éviter quelque chose d'invisible. Vous étiez la secrétaire de Lady Cordelia, commença Poirot. Mais vos fonctions, disiez-vous, étaient vagues. Très vagues, acquiesça-t-elle en croisant une jambe. Elle appréciait surtout ma présence. Elle me demandait son avis sur les robes, les mélanges de thé, ce genre de choses. La correspondance et les formalités ne l'intéressaient pas. Elle aimait la compagnie, mais elle préférait avoir le contrôle. Tu lui en voulais? J'ai la respectais. Il n'est pas nécessaire d'aimer quelqu'un pour le respecter, monsieur Poirot. Cordelia était intelligente, imprévisible. Elle tenait les gens en haleine parce qu'elle aimait avoir l'avantage. Poirot hocha la tête. Et où étais-tu samedi soir? Dans ma chambre. J'avais trop bu de Kérès et je me suis couché tôt. Personne ne t'a vu? Je n'ai pas l'habitude de demander aux gens de me regarder dormir. Et ta relation avec Miles Denholm? Cela lui fit sourire. Platonique, monsieur Poirot. À son grand désespoir. Vous semblez très sûr de vous. J'ai connais Miles. Il préfère les femmes qui flattent. Moi, pas. Cordelia était plus son genre, admirative et perspicace. Poirot remarqua le scintillement dans ses yeux tandis qu'elle prononçait ces mots. Il chanhea de direction. Étiez-vous au courant de la disparition du reliquaire? Vainement n'a parlé au petit déjeuner dimanche matin. J'ai supposé qu'il avait été égaré. Tu n'as pas pensé à le signaler à la police. J'ai supposé que quelqu'un d'autre l'avait fait. Poirot la congédia poliment, mais lorsque la porte claqua derrière elle, il prit une note. Elle suppose beaucoup, mais pas innocemment. Julien Venn entra ensuite. Il semblait mal à l'aise, son col en tweed trop serré, ses mains constamment en mouvement. Il resta assis sans parler, comme s'il attendait une accusation. Vous avez parlé à Lady Cordelia la nuit de sa disparition, commença Poirot.
Oui, à propos du reliquaire. Elle venait juste de l'acquérir. Relativement récent. Elle prétendait l'avoir acheté auprès d'un particulier marseillais. Mais je l'ai examiné brièvement, il ne venait pas de Marseille. Il était plus ancien, plus précieux. Vous soupçonnez qu'elle l'a acquis illégalement. Je pense que Cordelia aimait posséder des choses que les autres ne pouvaient pas vérifier. Cela lui donnait le contrôle. Tu as dit qu'il avait disparu. Quand? Dimanche matin. Sa vitrine était déverrouillée. J'ai demandé à Finch. Il m'a dit qu'elle n'avait pas été déplacée. Mais elle avait disparu. Et pourtant, il n'y a pas eu d'effraction? Aucun. Ce qui veut dire que quelqu'un dans cette maison l'a pris. Quelqu'un qui connaissait sa valeur. Ven hocha lentement la tête. Je crois que oui. Poirot joined Les Mains. Et où étiez-vous samedi soir? J'écris à la bibliothèque. Je suis parti vers 10 heures. J'ai croisé le docteur Harrig dans le couloir, si ça peut t'aider. C'est vrai. Merci. La dernière à apparaître fut Evangeline Bryce. Elle entra avec assurance, son carnet toujours à la main. Elle s'assit et l'ouvrit distraitement, comme si elle s'apprêtait à recevoir une dictée plutôt qu'à la donner. « Madame, dit doucement Poirot, vous et Lady Cordelia avez une longue histoire. Nous étions camarades de classe. Revo, amis, compagnons de malice, autrefois. Toujours amis. Elle était difficile à aimer. Brillante, cruelle, drôle. Elle mettait les gens à l'épreuve. Elle préparait une lettre pour toi, dit Poirot. Tu sais de quoi il s'agit? Evangeline cligna des yeux, puis secoua lentement la tête. Non, mais elle m'a demandé quelque chose d'étrange au dîner. Qu'est-ce que c'était? Elle m'a demandé si je croyais que les gens pouvaient regretter des choses avant qu'elles ne se produisent. Une question philosophique. Non, ça avait l'air personnel. Elle avait peur. Peur de quoi? Je ne sais pas, mais elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la fenêtre, comme si quelqu'un l'observait. Ça m'a déstabilisé. Poirot l'observa attentivement. Et où étais-tu samedi soir? Dans le salon, près de la cheminée. J'ai vu Iris se coucher. Miles s'est passé vers la salle de billard. Après ça, je ne me souviens plus. Tu étais donc le dernier à l'avoir vue vivante. Peut-être. Alors qu'Evangeline se levait pour partir, Poirot reprit la parole. L'aimiez-vous? Elle s'arrêta à la porte. Ce n'est pas comme ça qu'elle avait besoin d'être aimée. Quand elle partit, Poirot s'assit, les yeux fermés. Une femme a disparu. Un gant ensanglanté. Une relique disparue. Une maison pleine de secrets. Et maintenant, un mot, regret. Les pièces ne formaient pas encore une image, mais elles commençaient à se rapprocher. Et Poirot, toujours patient, attendait que les lignes se révèlent. La vérité, telle une fleur au printemps, perçait toujours à temps. Poirot resta seul dans le salon après le dernier entretien, le regard fixé non sur le mobilier qui l'entourait, mais sur une architecture intérieure de pensée. Ses doigts frappaient l'un contre l'autre à un rythme lent, seul bruit dans la pièce par ailleurs silencieuse. De l'autre côté de la grande fenêtre, le soleil de fin d'après-midi baignait le jardin de crocus, projetant de longues ombres là où les fleurs éclatantes osaient encore éclore sur la terre agitée. Il avait parlé avec eux tous. Et malgré leur visage civilisé, le masque de la retenue anglaise fermement arboré, les incohérences lui avaient été murmurées. Il y avait quelque chose dans ce schéma, un rythme d'omission, des contradictions quant aux lieux et aux dates de passage, et sous-jacent, une trace de peur non avouée. Il se leva enfin, ajusta ses menottes et entra dans le couloir où Finch se tenait, toujours au garde à vous. « Monsieur Finch, dit doucement Poirot, veuillez appeler le jardinier Hargreaves. J'aimerais lui parler avant que la lumière ne tombe en panne. » « Certainement, monsieur. » 10 minutes plus tard, Hargreaves apparut dans le couloir du fond, casquette à la main, les ongles encore couverts de terre malgré ses efforts visibles pour les nettoyer. Son expression était méfiante mais respectueuse. « C'est vous qui avez découvert la boîte, » commença Poirot. « Oui, monsieur. Juste avant 8 heures. Je désherbaissais autour du massif de crocus et j'ai heurté quelque chose avec la truelle. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que je voie l'éclat du métal. »« Tu l'as ouvert? » ?»« Oui, monsieur. Je ne pensais pas que c'était privé, pas enterré comme ça. »« Et tu as reconnu le gant? » ?»« Oui, ils appartenaient à madame. Elle les portait pour promener son chien le matin. Elle était toujours très attentive à ses mains. Pourquoi penses-tu qu'il était là? » Hargreaves se tortilla, mal à l'aise. « Je ne peux pas vraiment le dire, monsieur. Mais il n'était pas là vendredi. Cette parcelle était propre.
Je l'ai désherbé à ce moment-là. Samedi soir, peut-être, mais je n'ai vu personne. Vous n'avez rien entendu d'inhabituel? Oh non, monsieur. Sauf le chien. Il aboie, hurle un peu après 10 heures. J'ai pensé à un renard. Le regard de Poirot s'aiguisa. 10 heures passées. Êtes-vous certain de l'heure? Oui, monsieur. Je finissais justement de nettoyer la remise et j'ai regardé l'heure. J'aime être au lit à 1h30. Poirot inclina la tête. C'est utile. Merci, monsieur Hargreaves. Une fois l'homme parti, Poirot s'attarda un instant dans le couloir, puis se retourna et retourna au jardin, désormais à moitié plongé dans l'ombre. Il s'accroupit près du parterre et examina le bord du sol, juste au-delà de la corde où les agents avaient marché. Avec une délicatesse méticuleuse, il cueillit quelque chose dans l'herbe, presque invisible dans la lumière déclinante. Une épingle à cheveux légèrement courbés, ornementale, ornée d'une petite pierre rouge. Il le fit tourner entre ses doigts et émit un petit murmure de satisfaction. À l'intérieur, il retourna non pas au salon, mais dans la chambre de Lady Cordelia. Il referma doucement la porte derrière lui et se dirigea droit vers l'armoire. Il attrapa le tiroir inférieur, sous ses robes, et l'ouvrit lentement. Des foulards en soie, 2 boîtes de gants, une trousse à bijoux, et un mince agenda relié en cuir, rangé à plat sous une pile de mouchoirs en lin. Il le retira avec précaution et l'ouvrit à la page marquée d'un ruban. L'écriture était grasse, quoique légèrement précipitée. 28 mars. Il sait. J'ai vu son expression au dîner, il a reconnu le reliquaire. Il a souri trop gentiment après. C'est toujours l'avertissement. Si je disparais, qu'on le sache, je n'ai pas fui. Je n'ai jamais fui. La relique n'est pas ce qu'il croit. Poirot arrêta de lire. C'en était assez. Il remit le journal à sa place, ferma le tiroir et resta immobile. Les indices convergeaient désormais, non plus éparpillés comme des pétales de crocus emportés par le vent, mais dérivant vers l'intérieur, formant un chemin. Et au centre, le regret, certes, mais aussi autre chose, la trahison. Ce soir-là, après que le dîner se soit déroulé dans un silence gêné, Poirot demanda une fois de plus à parler aux invités, cette fois non pas individuellement, mais en groupe. Ils se rassemblèrent dans le salon, ne feignant plus la conversation légère. Quelque chose dans l'attitude de Poirot avait changé, toujours calme, toujours poli, mais avec la gravité de celui qui a tracé un cercle à la craie et demandé à chacun d'y entrer. « J'ai parlé avec chacun d'entre vous, dit-il doucement. J'ai écouté, j'ai observé. Et maintenant, je commence à voir, pas encore tout, non, mais suffisamment. » Il marchait lentement sur le tapis du foyer. « Il y a des incohérences dans vos récits, oui. Mais ces incohérences ne sont que le reflet de la vérité, perçue à travers le brouillard de la culpabilité ou de la peur. Examinons ce que nous savons. Il leva un dite. Lady Cordelia a disparu. Le gant retrouvé dans la boîte est le sien. Le sang dessus est authentique et suffisamment frais pour susciter l'inquiétude. Un deuxième doigt. Le reliquaire qu'elle avait récemment acquis a disparu. Selon M. Venn, c'est un objet rare. Precious. Peut-être même dangereux. Un troisième doigt. Il y a des signes de mouvement dans le jardin vers 10 heures. Un châle manquant. Une épingle à cheveux. Un bouton de manchette monobrae. Il se tourna alors vers le groupe. Et plus important encore, il y a sa voix. Elle a écrit une lettre à Madame Bryce. Elle a écrit dans son journal. Elle avait peur. Non pas comme un enfant effrayé par les ombres, mais comme une femme qui a vu le loup retirer son masque. Évangeline pâlit, serrant son carnet. Iris croisa les bras. Denholm ne dit rien, mais Poirot vit le tic au coin de sa mâchoire. Elle soupçonnait quelqu'un parmi vous. Elle savait que sa possession du reliquaire avait provoqué quelque chose. Que ce soit du ressentiment, de la cupidité ou quelque chose de plus personnel, je n'en suis pas encore certain. Mais je le serai. Le Colonel March S.E. Harissa. Suggérez-vous que quelqu'un ici a fait du mal à Cordelia pour un bibelot? Poirot le fixa d'un regard impassible. Non. Je suggère que les bibelots ne sont que rarement de simples objets. Ce sont des symboles, des clés. Et parfois, ils ouvrent des portes qu'il valait mieux laisser fermer. Il marqua une pause, laissant les mots reposer. Demain matin, je m'entretiendrai à nouveau avec chacun d'entre vous. Mais maintenant, je vais me retirer. Je vous conseille à tous d'en faire autant. Et je vous mets en garde, ne confondez pas silence et sécurité. La vérité dort doucement et rêve d'être réveillée.
Il fit une légère révérence, puis se retourna et quitta la pièce, le silence dans son sillage étant plus lourd que le silence. De retour dans sa chambre, Poirot se tenait à la fenêtre donnant sur le jardin de Crocus, désormais baigné de clair de lune. La terre paraissait à nouveau silencieuse, comme si rien n'avait jamais été enfoui sous elle. Mais il savait mieux que ça. Et dans l'obscurité, il commença à dessiner la forme du mensonge qui avait été répété non pas une fois, mais à maintes reprises. Un mensonge soigneusement construit, tel un reliquaire lui-même, orné, intentionnel, et conçu pour cacher l'essentiel. La nuit était calme. Même le vent qui soufflait contre les fenêtres plus tôt s'était tu, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Poirot était allongé dans sa chambre, éveillé, les yeux ouverts, son esprit tournant non pas en cercle frénétique, mais en spirale lente et réfléchie. Ces petites cellules grises assemblaient des faits comme les pièces d'une mosaïque, certaines brisées, d'autres déplacées, mais qui commençaient à se dessiner. Il pensa aux gants, aux reliquaires, au journal intime et aux divers récits confus des invités. Il n'y avait pas eu de corps. Pas encore. Mais tout le reste indiquait un meurtre. ILSE leva avant l'aube. Les couloirs d'Elmridge Hall étaient vides, éclairés par les premières lueurs grises. Poirot se déplaçait sans bruit, ses pantoufles glissant doucement sur le parquet. En bas, le salon était resté tel qu'il était la veille, un échiquier posé en pleine partie dans un coin, une tasse de thé sur le bord du piano. Il franchit les portes-fenêtres donnant sur la terrasse arrière, s'arrêtant pour respirer l'air frais du matin. Le jardin avait changé à l'aube. Moins décoratif, plus vulnérable. Le massif de Crocus, toujours délimité par des cordes, semblait plus petit, son sol perturbé n'étant pas encore complètement tassé. Poirot contourna prudemment le bord et s'accroupit de nouveau près de l'endroit où le buis avait été trouvé. Il scruta lentement, avec précision, jusqu'à ce que son regard s'arrête sur un fin fil accroché à un rosier, à quelques mètres au-delà de la zone délimitée. Il en sortit avec précaution, de la soie, gris bleu pâle. Un peu comme le châle disparu. Il jeta un coup d'œil vers là derrière le buisson, les yeux plissés. Au-delà, l'allée du jardin menait à un portail secondaire, petit, en fer forgé, facile à manquer. Il l'avait déjà aperçu lors de sa précédente inspection, mais il suivit le chemin jusqu'à lui et souleva le loquet. Il grinca doucement. Le portail s'ouvrait sur une étroite allée de service qui faisait le tour de la cour de la cuisine. C'était une voie d'évacuation. Il rentra à l'intérieur, son esprit s'adaptant à présent. Celui qui avait attaqué Lady Cordelia, et oui, il acceptait désormais qu'une attaque avait eu lieu, avait quitté le jardin par là. Le meurtrier avait eu le temps, pas beaucoup, mais suffisamment pour fuir avant que les hurlements du chien n'attirent son attention. Si Poirot avait raison, l'incident s'était produit entre 10h et 10h30. Au petit déjeuner, la maisonnée se rassembla dans une tension visible. Miles Denholm, encore trop poli pour l'aube, affichait un mince sourire. Iris Linton, pour une fois, ne portait pas de maquillage, comme si elle renonçait à tout faux-semblant. Le colonel Marsh lisait le journal avec un désintérêt exagéré. Madame Linley priait en buvant son thé. Venn évitait le regard de tous. Et Evangeline Bryce contemplait le jardin de Crocus par la grande fenêtre, immobile. Poirot mangea peu, sirotant son café tout en observant les mouvements des autres. Il remarqua quelles aiguilles tremblaient, quels regards se portaient vers la fenêtre ou l'horloge. Une fois le petit déjeuner terminé, il se leva. « Avant de vous parler à nouveau, dit-il d'une voix calme, il y a encore un endroit que je dois voir. Monsieur Finch, pourriez-vous me montrer le grenier ?» Finch parut surpris, mais obéit. On accédait au grenier d'Elmridge Hall par un étroit escalier près de l'aile des domestiques. Il était poussiéreux, rempli de vieilles malles et de meubles recouverts de drap blanc. La lumière filtrait par une petite fenêtre circulaire perchée en haut du pignon. Poirot errait lentement. Le plancher craquait sous lui. Au fond, il trouva une grande malle légèrement entr'ouverte. Finch s'apprêta à l'ouvrir, mais Poirot l'arrêta d'une main levée. Il sortit un mouchoir de sa poche de poitrine et ouvrit lui-même le couvercle. À l'intérieur se trouvait un lourd manteau de laine, rongé par les mites, mais intact. En dessous, une petite boîte laquée. Poirot la souleva avec précaution. La serrure était cassée. Il ouvrit le couvercle. La boîte était vide, mais la forme de son revêtement intérieur avait clairement contenu quelque chose d'oblong et d'argenté. Comme un reliquaire. Le regardait.
Poirot se porta vers le coin derrière le coffre. Et là, sous un drap, il aperçut quelque chose d'anormal. Un petit paquet sombre. Il a écarté les tissus. Châle de femme. Grible pâle. Dasher. Il le souleva et le retourna. Le bord portait une tache, légère mais distincte. Sang! Poirot remit tout en place et se redressa, les muscles de son visage se contractant non pas par peur mais par décision. À midi, il avait convoqué tous les invités au salon. Ils étaient assis comme auparavant, formant un demi-cercle maladroit, tandis que Poirot se tenait devant l'âtre. Il ne les regardait pas, mais fixait le sol, comme s'il parlait à un témoin silencieux assis hors de vue. Ce matin, commença-t-il, j'ai fait une découverte. Le châle disparu de Lady Cordelia. Taché de sang, caché dans le grenier. À côté, une boîte vide qui contenait autrefois le reliquaire. Il s'arrêta, laissant les mots atterrir. Il y a un schéma récurrent. Un schéma psychologique. Le crime n'était pas passionnel. Il était planifié, mais pas froidement. Il a nécessité de la ruse, certes, mais aussi de l'émotion. Du désespoir. Personne ne parlait. Il continua. Inutile de deviner où Lady Cordelia est allée. Je crois qu'elle n'a jamais quitté la maison. Pas vraiment. Elle a peut-être été emmenée, oui, mais pas très loin. Peut-être même qu'elle est encore sur le domaine. Des halètements se firent entendre. Iris détourna le regard. Madame Linley devint blême. Poirot leva la main. Voyez-vous, le reliquaire n'était pas seulement précieux. Il contenait quelque chose. Je ne peux pas dire exactement quoi, peut-être des documents, une relique cachée, quelque chose qui menaçait l'un d'entre vous. Lady Cordelia le savait. Elle craignait les conséquences de sa possession. Alors, elle s'est préparée à dénoncer quelqu'un. Il se retourna lentement. Quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre de la laisser parler. Il fixa maintenant son regard sur une personne dans la pièce. Mais ce qui est le plus révélateur, ce n'est pas le vol, ni même l'acte de violence. C'est ce qui est suivi. La performance. La retenue. Le calme calculé. La personne qui l'observait s'est figée. Je sais qui c'était, dit doucement Poirot. Les autres se retournèrent. Et à ce moment-là, on frappa à la porte d'entrée. Poirot s'avança, les mains toujours derrière le dos. Ah, ce sera l'inspecteur. Je lui ai demandé d'arriver discrètement. Il se tourna une fois de plus vers le suspect, dont le visage était devenu figé. Avant de le laisser entrer, je vais te donner une chance. Si tu as quelque chose à dire, à admettre, il vaut mieux le faire maintenant. Pendant de longues secondes, personne ne bougea. L'horloge tournait. Le vent soufflait contre la vitre. Puis un souffle. Un clignement des yeux. Un mouvement de la chaise. Et une voix. Je ne voulais pas la tuer, disait-il. Les autres reculèrent. Poirot ferma brièvement les yeux. Merci, murmura-t-il. Maintenant, enfin, nous commençons à y voir clair. La voix qui rompit le silence n'était pas tremblante, mais creuse, dépouillée de son acuité habituelle. Evangeline Bryce restait assise, immobile, la colonne vertébrale raide, mais ses mains qui avaient si souvent saisi son stylo avec une élégance décidée, étaient maintenant ouvertes sur ses genoux comme des gants jetés. La pièce était devenue froide. Pas physiquement, peut-être, mais spirituellement. Personne ne bougeait, pas même Poirot. Il laissa l'instant retomber comme de la cendre. Je ne voulais pas la tuer, répéta Evangeline, et cette fois, son regard rencontra celui de Poirot. Il n'y avait aucune supplication dans son regard, seulement celui las de quelqu'un dont les défenses avaient enfin disparu. Le ton de Poirot, lorsqu'il parla, n'était pas accusateur. Alors c'était un accident. Non, dit-elle, pas comme tu le penses. Je n'avais pas prévu ça, mais je savais que ça pouvait arriver. Et je ne me suis pas arrêté. Pourtant, les autres restèrent muets. Le colonel Marsh, qui semblait si sûr de lui dans ses fanfaronnades et sa posture, fixait maintenant le tapis. Iris Linton cligna lentement des yeux, comme si elle s'adaptait à une nouvelle réalité. Miles Denholm, perché au bord de sa chaise, parut soudain tout petit. Poirot S. Vanka. Vous allez m'expliquer, Madame Bryce. Depuis le début, nous sommes prêts à entendre la vérité. Evangeline prit une inspiration tremblante mais profonde. Cordelia et moi, oui, nous avons une longue histoire. Tu le sais. Et tu as raison, nous étions autant rivales qu'amis. Elle aimait remuer le couteau dans la plaie, elle l'avait toujours fait. Mais l'année dernière, elle m'a écrit. À propos du reliquaire. Elle disait l'avoir acquis par des moyens privés,
quelque chose qui avait appartenu à une abbaye du XVe siècle. Poirot hocha la tête. Celui que vous croyez être français, Meven soupçonnait le contraire. Ce n'était pas le cas. Je l'ai su dès qu'elle me l'a montré en personne. C'était de l'anglais. Et pas seulement de l'anglais monastique, certes, mais il y avait une inscription des comtés du Nord, écrite dans un dialecte que j'avais étudié lors de mes propres recherches. C'est ce qui le rendait dangereux. Poirot fronça légèrement les sourcils. Dangereux, comment? Parce qu'à l'intérieur, il y avait des lettres, vieilles, parfaitement conservées. Et parmi elles, une confession. Non pas d'un crime au sens traditionnel du terme, mais de quelque chose qui ruinerait certains héritages. Des ancêtres. Je n'en ai lu qu'une, mais elle nommait une famille toujours tenue en haute estime. Politique, puissante. Cordelia le savait. Elle s'en délectait. Vous craignez qu'elle le publie. Elle a dit qu'elle le ferait. Elle en a même plaisanté. Elle a dit que ça ferait un excellent sujet pour mon prochain roman. Mais elle ne plaisantait pas. Pas vraiment. Elle poussait toujours les choses à l'extrême, et cette fois, ce n'était pas seulement un scandale. C'était un vol. Peut-être même une trahison. Et elle voulait le tenir comme une allumette dans un grenier à foin. La voix de Poirot était calme. Alors tu as essayé de le lui prendre. Elle a refusé. Elle m'a dit que je pouvais écrire sur le sujet si je le voulais, mais qu'elle ne me le donnerait pas. Elle a dit que le passé était une arme et qu'elle avait gagné le droit de l'utiliser. Nous nous sommes disputés samedi soir, après le dîner. Tous les autres étaient partis. Je l'ai suivie dans le jardin. Elle portait le châle. Le reliquaire était sous son bras. La pièce semblait se rapprocher, même si personne ne bougeait. Elle m'a dit de rentrer. Que je n'avais pas le courage d'avouer la vérité. Je lui ai dit qu'elle ne comprenait pas les dégâts qu'elle pouvait causer. Et puis, Évangeline hésita, les paumes jointes. Je l'ai attrapée par le bras. J'ai essayé de lui arracher le reliquaire. Elle s'est retournée. Elle a trébuché sur le bord du parterre de crocus. Elle est tombée lourdement. Sa tête s'est cognée contre la bordure de pierre. Je n'ai même pas remarqué au début qu'elle ne se relevait pas. Les yeux de Poirot se fermèrent un instant. J'ai paniqué, poursuivit Évangeline. J'ai vérifié son pouls pour rien. Il était rapide, tellement rapide. Je me suis dit que si je pouvais juste cacher l'objet, la situation. Elle n'en avait encore parlé à personne. J'ai enterré le reliquaire, essuyé le sang de son visage avec le gant et l'ai emporté. Mais je n'ai pas pu aller bien loin. Quelqu'un était encore éveillé. Le chien aboyait. Je l'ai traîné, Dieu me vienne en aide, jusqu'à la cave à légumes, sous la haie. Je l'ai recouverte de vieux sacs. Je pensais la déplacer plus tard. Poirot ouvrit les yeux. On aurait pu dire que c'était un accident. Elle ne m'aurait jamais cru, dit Évangeline, presque pour elle-même. Et si les lettres avaient été retrouvées sur son corps, on aurait posé des questions. Je pensais revenir à l'aube, mais Hargreave a trouvé le gant. Et la suite s'est enchaînée. Il y eut à nouveau un silence, non pas celui tendu d'avant, mais celui creux et résonnant qui suit une cloche finale. La voix de Poirot était solennelle. Et le reliquaire lui-même. Je l'ai caché au grenier. Dans une vieille boîte derrière le coffre. Il y est toujours. Il hocha la tête. L'inspecteur vérifiera sous peu. Miles Denholm laissa échapper un soupir, comme s'il le retenait depuis une heure. Voilà, c'est tout, murmura-t-il. Tout ça, à cause de quelques lettres. Non, corrigea doucement Poirot. Tout ça, à cause de la peur. À cause de l'orgueil. Parce que deux femmes qui autrefois auraient pu se faire confiance ont cessé de se faire confiance. Évangeline ne résista pas lorsque l'inspecteur, arrivé, s'avança avec un policier à la voix douce. Elle se leva avec grâce, mais ses pas hésitaient légèrement tandis qu'on l'emmenait. Les autres restèrent assis, stupéfaits. Poirot se tourna enfin vers eux. Que ceci serve de leçon. Dit-il doucement, le passé n'est pas enfoui dans le temps. Il attend. Et ceux qui pensent s'en servir comme d'une arme risquent de le voir se retourner entre leurs mains. Il s'inclina légèrement et quitta la pièce, laissant les autres dans le silence. Dehors, les crocus fleurissaient encore, inconscients. Mais sous eux, là où la terre avait été perturbée, la vérité avait enfin surgi. Et pour Poirot, cela suffisait toujours. Le silence qui suivit le départ d'Évangeline Bryce du salon persista comme une brume sur l'eau. Personne ne parla pendant quelques instants, non par étiquette ou par réserve, mais parce que quelque chose s'était vraiment brisé. La représentation était terminée. Le vernis de civilité, de déviation polie et d'histoire commune s'était fissuré.
et à sa place se trouvait la vérité dérangeante. Quelqu'un qu'ils connaissaient, peut-être même en qui ils avaient confiance, avait franchi une ligne infranchissable. Poirot resta debout près de l'âtre, les mains jointes devant lui, les yeux baissés, non par pudeur, mais par profonde réflexion. Lorsqu'il releva enfin les yeux, son regard parcourut lentement les invités restants. Un à un, ils lui rendirent son regard, incertains s'ils étaient libres de partir ou si l'enquête s'était seulement approfondie. « Monsieur Denholm, » dit enfin Poirot d'un ton posé mais ferme, « vous semblez agité. Peut-être vous sentiriez-vous mieux si nous parlions. » Miles hésita, s'attendant visiblement à une conclusion plus triomphale. « Tu veux dire qu'il y a encore des questions à poser? Après tout ça? Il y a toujours matière à questionner quelqu'un quand son histoire ne concorde pas avec celle des autres, » répondit doucement Poirot. « Et votre présence dans le jardin ce soir-là n'est pas contestée. » « Je te l'ai dit, j'étais dans la salle de billard. » Poirot pencha la tête. « Oui. Et pourtant, un bouton de manchette portant vos initiales a été retrouvé dans le jardin, près du massif de crocus. Non pas tombé par hasard lors d'une promenade, mais à moitié enfoui dans la terre. » La mâchoire de Miles se crispa, son charme s'effaçant derrière une expression plus rigide. « J'étais dehors. Je l'avoue. Après le dîner. J'avais besoin d'air. Ce n'est pas un crime. »« Non, ce n'est pas le cas, » répondit Poirot. « Mais ne pas le révéler à une enquête pour meurtre est imprudent. Surtout lorsque l'objet retrouvé vous relie directement à la scène où le gant ensanglanté d'une femme a été enterré. Je n'ai pas vu Evangeline. Je n'ai pas vu Cordelia. Je suis allé à la fontaine, j'ai fumé un demi-cigare, puis je suis entré. Êtes-vous entré par les mêmes portes que celles par lesquelles vous êtes sorti? » Miles hésita à nouveau. « Non. J'ai utilisé la porte latérale près de la bibliothèque. » Poirot hocha lentement la tête. « Ah, donc personne ne t'a vu. Pratique. J'avais honte, » s'exclama Miles, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. « Cordelia et moi, on s'était disputés. Elle a menacé de me couper la parole. Financièrement, à tous les niveaux, murmura-t-il. Elle disait qu'elle en avait assez de mes indulgences, que je salissais la réputation de la famille, et que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je savais que si elle mettait sa menace à exécution, je serais ruiné. Alors tu l'as suivie dehors? » »« Non. Je jure que non. Je croyais qu'elle était montée se coucher. » Poirot le regarda d'un regard qui n'était pas hostile, mais inévitablement direct. « Votre bouton de manchette dit le contraire. Mais heureusement pour vous, Mademoiselle Bryce a avoué ses actes. Vous, Monsieur Denholm, n'êtes coupable que de lâcheté. » Miles se dégonfla et s'enfonça légèrement dans le fauteuil. Je pensais qu'elle finirait par changer d'avis. Elle le faisait toujours. Poirot s'approcha d'Iris Linton, dont le silence avait été frappant tout au long de la confession. Elle n'avait pas scié. À présent, tandis que Poirot approchait, elle se redressa, comme pour esquiver la question. « Mademoiselle, j'ai remarqué quelque chose, » dit-il sur le ton de la conversation. « Pendant tout ce temps, l'accusation, l'arrestation, les aveux, vous n'avez rien dit. »« Il n'y avait rien à dire, » répondit Iris froidement. « Cordelia est morte. Evangeline l'a tuée. Voilà l'histoire. Et pourtant, poursuivit Poirot, vous en saviez plus que vous ne le laissiez paraître. Vous l'avez vue partir, n'est-ce pas? » Iris hésita. « Oui, elle a quitté le salon furieuse. Je l'ai suivie, un peu en retrait. Je ne voulais pas être prise dans une de ces crises. Et puis, elle s'est dirigée vers les portes du jardin. Je les ai entendues s'ouvrir. Je ne l'ai pas suivie. Tu m'as dit que tu t'étais couché tôt. »« J'ai menti, » dit-elle sans détour. « Tout le monde ici ment. Cordelia nous l'a demandé. Nous étions sa cour. » Poirot l'observa attentivement. « Tu dis ça avec ressentiment. Elle a fait de nous des versions de nous-mêmes qui la divertissaient. Elle appréciait mon esprit quand il lui convenait. Elle appréciait mon silence quand il ne lui convenait pas. Alors oui, je lui en voulais. Mais tu ne l'as pas tuée. »« Non, » dit Iris d'une voix plus douce. « Même si j'avais parfois envie de la blesser. On l'a tous fait. »« Et le reliquaire ?» demanda-t-il. « Je ne l'ai jamais vu. Mais je l'ai entendu en parler une fois, juste en passant, au dîner. Je me souviens avoir trouvé qu'elle avait l'air ivre. Comme si ça lui donnait un dernier avantage. » Poirot hocha légèrement la tête. « C'est vrai, mademoiselle. » Il se tourna vers le colonel Marsh et Vane, qui restèrent assis en silence. « Colonel, » dit Poirot, « vous avez été très discret.
Mais vous êtes aussi le seul à ne pas avoir visiblement réagi à ses aveux. Pourquoi? Je suis un soldat, monsieur Poirot, répondit le colonel, les yeux rivés sur un lointain souvenir. J'ai vu des confessions. Elles sont rarement honnêtes. Mais je n'ai jamais fait confiance à Bryce. Pas depuis le premier jour. Cordelia admirait les gens capables de blesser par la parole. C'était le don d'Évangeline. Et vous, monsieur Vane, demanda Poirot en se tournant vers l'antiquaire, saviez-vous ce qu'il y avait à l'intérieur du reliquaire? Vane parut surpris. Non, seulement que c'était précieux. J'espérais l'étudier attentivement, bien sûr, mais elle ne m'a pas laissé faire. Alors vous devez être heureux d'apprendre qu'il a été retrouvé. L'inspecteur le restituera aux autorités compétentes après un examen approfondi. Vane hocha la tête d'un air absent. C'est une tragédie. Tout ça. Mais Cordelia a toujours aimé faire miroiter des allumettes au-dessus de l'huile. Poirot laissa le silence qui suivit s'étendre jusqu'à un certain point. Lady Cordelia Worsley, dit-il enfin, n'était pas une femme bienveillante. Mais la cruauté ne mérite pas la mort. Et le savoir, aussi dangereux soit-il, n'est une arme que s'il est manié sans précaution. Elle jouait un jeu, et elle se croyait invincible. Mais les cœurs humains ne sont pas des pièces d'échecs. Il se tourna vers les hautes fenêtres qui donnaient sur le jardin. Les crocus, désormais en pleine floraison, se dressaient tels des témoins silencieux dans la lumière du soleil. Un rappel que même sous la beauté, les racines pouvaient s'emmêler et que la terre pouvait cacher bien plus que des fleurs. Poirot s'éclaircit doucement la gorge. Ma mission est terminée. La vérité a éclaté. La justice, aussi imparfaite soit-elle, était désormais en marche. Sur ces mots, il inclina la tête vers la pièce, prit son chapeau et sa canne, et s'avança vers le jour. Le chemin devant lui était gravillonné et droit. Mais comme toujours, derrière lui, les traces de la douleur et de la clarté se mêlaient à parts égales. Le silence qui suivit le départ d'Évangeline Bryce du salon persista comme une brume sur l'eau. Personne ne parla pendant quelques instants, non par étiquette ou par réserve, mais parce que quelque chose s'était vraiment brisé. La représentation était terminée. Le vernis de civilité, de déviation polie et d'histoire commune s'était fissuré. Et à sa place se trouvait la vérité dérangeante. Quelqu'un qu'ils connaissaient, peut-être même en qui ils avaient confiance, avait franchi une ligne infranchissable. Poirot resta debout près de l'âtre, les mains jointes devant lui, les yeux baissés non par pudeur, mais par profonde réflexion. Lorsqu'il releva enfin les yeux, son regard parcourut lentement les invités restants. Un à un, ils lui rendirent son regard, incertains s'ils étaient libres de partir ou si l'enquête s'était seulement approfondie. « Monsieur Denholm, » dit enfin Poirot d'un ton posé mais ferme, « vous semblez agité. Peut-être vous sentiriez-vous mieux si nous parlions. » Miles hésita, s'attendant visiblement à une conclusion plus triomphale. « Tu veux dire qu'il y a encore des questions à poser? Après tout ça, il y a toujours matière à questionner quelqu'un quand son histoire ne concorde pas avec celle des autres, » répondit doucement Poirot. « Et votre présence dans le jardin ce soir-là n'est pas contestée. Je te l'ai dit, j'étais dans la salle de billard. » Poirot pencha la tête. « Oui, et pourtant, un bouton de manchette portant vos initiales a été retrouvé dans le jardin, près du massif de crocus. Non pas tombé par hasard lors d'une promenade, mais à moitié enfoui dans la terre. » La mâchoire de Miles se crispa, son charme s'effaçant derrière une expression plus rigide. « J'étais dehors, je l'avoue. Après le dîner, j'avais besoin d'air. Ce n'est pas un crime. »« Non, ce n'est pas le cas, » répondit Poirot. « Mais ne pas le révéler à une enquête pour meurtre est imprudent. Surtout lorsque l'objet retrouvé vous relie directement à la scène où le gant ensanglanté d'une femme a été enterré. Je n'ai pas vu Évangeline. Je n'ai pas vu Cordelia. Je suis allé à la fontaine, j'ai fumé un demi-cigare, puis je suis entré. Êtes-vous entré par les mêmes portes que celles par lesquelles vous êtes sorti? » Miles hésita à nouveau. « Non. J'ai utilisé la porte latérale près de la bibliothèque. » Poirot hocha lentement la tête. « Ah, donc personne ne t'a vu. Pratique. J'avais honte. » s'exclama Miles, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. « Cordelia et moi, on s'était disputés. Elle a menacé de me couper la parole. Financièrement, à tous les niveaux, murmura-t-il. Elle disait qu'elle en avait assez de mes indulgences, que je salissais la réputation de la famille, et que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je savais que si elle mettait sa menace à exécution, je serais ruiné. Alors tu l'as suivie dehors? Non.
Je jure que non. J. Croyait qu'elle était montée se coucher. Poirot le regarda d'un regard qui n'était pas hostile, mais inévitablement direct. Votre bouton de manchette dit le contraire. Mais heureusement pour vous, mademoiselle Bryce a avoué ses actes. Vous, monsieur Denholm, n'êtes coupable que de lâcheté. Miles se dégonfla et s'enfonça légèrement dans le fauteuil. Je pensais qu'elle finirait par changer d'avis. Elle le faisait toujours. Poirot s'approcha d'Iris Linton, dont le silence avait été frappant tout au long de la confession. Elle n'avait pas scié. À présent, tandis que Poirot approchait, elle se redressa comme pour esquiver la question. « Mademoiselle, j'ai remarqué quelque chose, dit-il sur le ton de la conversation. Pendant tout ce temps, l'accusation, l'arrestation, les aveux, vous n'avez rien dit. » Il n'y avait rien à dire, répondit Iris froidement. Cordelia est morte. Évangeline l'a tuée. Voilà l'histoire. Et pourtant, poursuivit Poirot, vous en saviez plus que vous ne le laissiez paraître. Vous l'avez vue partir, n'est-ce pas? Iris hésita. Oui, elle a quitté le salon furieuse. Je l'ai suivie, un peu en retrait. Je ne voulais pas être prise dans une de ces crises. Et puis, elle s'est dirigée vers les portes du jardin. Je les ai entendues s'ouvrir. Je ne l'ai pas suivie. Tu m'as dit que tu t'étais couché tôt. J'ai menti, dit-elle sans détour. Tout le monde ici ment. Cordelia nous l'a demandé. Nous étions sa cour. Poirot l'observa attentivement. Tu dis ça avec ressentiment. Elle a fait de nous des versions de nous-mêmes qui la divertissaient. Elle appréciait mon esprit quand il lui convenait. Elle appréciait mon silence quand il ne lui convenait pas. Alors oui, je lui en voulais. Mais tu ne l'as pas tuée. Non, dit Iris d'une voix plus douce. Même si j'avais parfois envie de la blesser. On l'a tous fait. Et le reliquaire? Demanda-t-il. Je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai entendu en parler une fois, juste en passant, au dîner. Je me souviens avoir trouvé qu'elle avait l'air ivre. Comme si ça lui donnait un dernier avantage. Poirot hocha légèrement la tête. C'est vrai, mademoiselle. Il se tourna vers le colonel March et Vane, qui restèrent assis en silence. Colonel, dit Poirot, vous avez été très discret. Mais vous êtes aussi le seul à ne pas avoir visiblement réagi à ses aveux. Pourquoi? Je suis un soldat, monsieur Poirot, répondit le colonel, les yeux rivés sur un lointain souvenir. J'ai vu des confessions. Elles sont rarement honnêtes. Mais je n'ai jamais fait confiance à Bryce. Pas depuis le premier jour. Cordelia admirait les gens capables de blesser par la parole. C'était le don d'Évangeline. Et vous, monsieur Vane? Demanda Poirot en se tournant vers l'antiquaire, saviez-vous ce qu'il y avait à l'intérieur du reliquaire? Vane parut surpris. Non, seulement que c'était précieux. J'espérais l'étudier attentivement, bien sûr, mais elle ne m'a pas laissé faire. Alors vous devez être heureux d'apprendre qu'il a été retrouvé. L'inspecteur le restituera aux autorités compétentes après un examen approfondi. Vane hocha la tête d'un air absent. C'est une tragédie. Tout ça. Mais Cordelia a toujours aimé faire miroiter des allumettes au-dessus de l'huile. Poirot laissa le silence qui suivit s'étendre jusqu'à un certain point. Lady Cordelia Worsley, dit-il enfin, n'était pas une femme bienveillante. Mais la cruauté ne mérite pas la mort. Et le savoir, aussi dangereux soit-il, n'est une arme que s'il est manié sans précaution. Elle jouait à un jeu, et elle se croyait invincible. Mais les cœurs humains ne sont pas des pièces d'échecs. Il se tourna vers les hautes fenêtres qui donnaient sur le jardin. Les crocus, désormais en pleine floraison, se dressaient tels des témoins silencieux dans la lumière du soleil. Un rappel que même sous la beauté, les racines pouvaient s'emmêler et que la terre pouvait cacher bien plus que des fleurs. Poirot s'éclaircit doucement la gorge. Ma mission est terminée. La vérité a éclaté. La justice, aussi imparfaite soit-elle, est désormais en marche. Sur ces mots, il inclina la tête vers la pièce, prit son chapeau et sa canne, et s'avança vers le jour. Le chemin devant lui était gravillonné et droit. Mais comme toujours, derrière lui, les traces de la douleur et de la clarté se mêlaient à parts égales. Le gravier craquait sous les chaussures cirées de Poirot tandis qu'il se dirigeait vers la voiture qui l'attendait. L'air printanier était frais, teinté du parfum de la terre retournée et de l'herbe humide. Il ne regarda pas Elmridge Hall, inutile de le faire. Ce qui avait été caché là, sous ses hauts plafonds et ses jardins impeccables, avait déjà commencé à se dévoiler. La vérité, une fois exhumée, retournait rarement discrètement dans l'obscurité. Mais quelque chose tirait encore faiblement ses pensées.
Il s'arrêta avant d'atteindre la voiture, les mains jointes dans le dos, et jeta un dernier regard, non pas à la maison elle-même, mais au massif de crocus, maintenant baigné de lumière. Les fleurs se dressaient avec défi malgré le trouble sous elles, leurs pétales fins largement ouverts au soleil. Il y avait de la poésie dans tout cela, mais aussi de l'ironie. La nature, si prompte à pardonner, ne laissa rien paraître de la violence qui s'était produite sous son regard. Poirot se retourna lorsque l'inspecteur s'approcha de lui depuis la véranda arrière, dossier à la main. « Nous avons confirmé le contenu du reliquaire », rapporta l'inspecteur sans préambule. 4 lettres scellées, soigneusement conservées, toutes rédigées dans un dialecte archaïque. Les spécialistes du musée londonien sont actuellement consultés. Leur authenticité ne fait aucun doute. Poirot hocha brièvement la tête. Et la cave sous la haie. Le corps de Cordelia Worsley a été retrouvé tel que décrit par Mademoiselle Bryce. La cause du décès correspond à un traumatisme crânien contondant. Le coroner estime l'heure du décès à environ 22h15, la nuit en question. Elle a dit la vérité, alors. À la fin. Oui, elle est détenue en attendant sa comparution officielle à l'EOS. Aucune résistance. Aucune demande de clémence. Non, dit doucement Poirot. Elle avait déjà prononcé sa sentence, bien avant que la justice ne vienne à son tour. L'inspecteur hésita, puis ajouta. On parle d'une enquête. Intérêt politique, vu le contenu de ces lettres. Poirot fronça légèrement les sourcils. Il est regrettable que la vérité ne puisse rester telle qu'elle. Il faut la politiser, l'utiliser comme arme, ou la refouler. Mais hélas, c'est ainsi que fonctionnent les empires, anciens comme nouveaux. Il se tourna vers la portière de la voiture, puis s'arrêta. Il reste une question en suspens, a-t-il déclaré. Oh! Poirot fit un léger pas de côté et fit signe à l'inspecteur de l'accompagner dans l'allée du jardin, de dépasser la fontaine et de longer à nouveau la haie. Il s'arrêta juste avant la porte de la cave à légumes, là où les agents avaient déjà marqué le périmètre. Il désigna l'herbe à côté. Là. L'inspecteur plissa les yeux. Qu'est-ce que je regarde? Des empreintes de pas, dit Poirot. 2 paires. L'une plus petite, féminine, sans doute Miss Bryce. Mais la seconde, plus lourde, à semelle carrée, plus ancienne. Ces empreintes ont été déposées après que le sol se soit ramolli à cause du gel, mais avant le lever du soleil. Ce timing est crucial. Tu penses que quelqu'un d'autre a visité le corps? J'en suis certain. Après coup. Après l'enterrement. Peut-être même après le début de l'enquête. L'inspecteur se redressa. Qui? La voix de Poirot était calme. Quelqu'un qui connaissait le lieu, mais qui a choisi de garder le silence. Quelqu'un qui avait une raison de ne pas avouer parce que la confession le lirait trop étroitement au mobile, ou du moins à sa connaissance. L'inspecteur jeta un coup d'œil vers la maison. Vous dites que quelqu'un d'autre était complice. Pas dans l'acte de meurtre, mais dans les secrets que Cordelia Worsley détenait et les risques qu'il comportait. Il laissa cette pensée planer dans l'air avant de se retourner vers la maison. Colonel Marsh, dit Poirot d'un ton calme et définitif. L'inspecteur fronça les sourcils. Il n'a aucun mobile clair. Il n'a aucun mobile apparent, corrigea Poirot. Mais quand j'ai parlé de la relique et des lettres, il a été le seul à ne pas réagir ni par surprise, ni par peur, ni par curiosité. Ce n'est pas le comportement d'un homme qui entend parler de documents dangereux pour la première fois. C'est celui d'un homme qui savait déjà. Ils atteignirent le bas de l'escalier, là où le jardin descendait en pente douce vers la terrasse. Poirot Esserita marchait un vieux soldat. Il a vécu l'effondrement de l'Empire. Il sait ce que signifie la remise en question de certains noms, de certaines revendications ancestrales. Je crois qu'il a compris ce que représentait le reliquaire, et qu'il en connaissait peut-être même l'existence avant que Cordelia ne l'acquiert. Mais il a sous-estimé sa volonté de le révéler. Le visage de l'inspecteur était devenu pensif. Et vous pensez qu'il a confronté? Non, mais je pense qu'il a peut-être indirectement influencé les événements. Quelques mots à l'oreille des bonnes personnes. Peut-être même une suggestion à Mademoiselle Bryce de manipuler la relique avant qu'elle ne cause des dommages. Il ne se serait jamais sali les mains. Mais son silence en dit long. L'inspecteur a griffonné une note, on va enquêter sur lui. Poirot hocha brièvement la tête. Fais-le. Mais je soupçonne que ce que tu trouveras ne mènera pas à des accusations, seulement à des ombres. Il se tourna une fois de plus vers l'allée, où la voiture attendait maintenant avec son moteur au ralenti,
un léger souffle d'échappement s'élevant dans l'air frais. En entrant, la porte maintenue ouverte par un agent en uniforme, il jeta un dernier coup d'œil à la maison, un endroit où chaque pièce résonnait de secrets soigneusement conservés, où la civilité masquait la manipulation et où l'amitié masquait la peur. Et puis, avec un signe de tête, il s'assit. La voiture s'éloigna lentement, les roues chuchotant sur le gravier comme un rideau qu'on tire. Sur ses genoux, Poirot croisa soigneusement les mains et regarda les défiler. Les fleurs étaient un indice, murmura-t-il. Elles fleurissent quand le froid passe. Mais ce qui pousse le mieux dans un sol chaud n'est pas toujours ce qu'on plante. La campagne se déroulait en silence. Et derrière lui, les crocus tremblaient légèrement dans le vent, comme s'ils se souvenaient de ce qui avait été enterré sous leurs racines, et de ce qui avait été trouvé. Tandis que la voiture serpentait à travers la campagne du Sussex, Poirot, pensif, contemplait le silence, non pas les haies qui défilaient, mais la construction progressive de ses souvenirs. L'affaire, pourtant résolue juridiquement, restait en suspens sur une dernière question. Non pas celle de la culpabilité, mais celle de l'intention. Et plus insaisissable encore, celle de la conscience. Les aveux étaient arrivés, et avec eux, la preuve de la culpabilité d'Evangeline Bryce. Ses remords étaient sincères, son récit de la confrontation corroboré par des preuves. Mais Poirot avait appris depuis longtemps que la vérité ne résidait pas uniquement dans les faits et les chronologies. Elle se cachait souvent dans les silences, dans ce qui n'était pas dit, et par qui. Le visage du colonel Marsh hantait Poirot. Il n'avait pas été choqué par la révélation du reliquaire, ni soulagé par la résolution de l'affaire. Son stoïcisme n'était pas celui de la discipline militaire, il était plus froid. Calcul. Poirot se souvint de la formule du colonel lors de leur première conversation. Cordelia aimait semer la zizanie. Elle pensait toujours pouvoir en gérer les conséquences. Poirot n'avait pas accordé beaucoup d'importance à cette remarque sur le moment. Mais maintenant, replacée dans le contexte de ce qui avait suivi, elle avait le poids d'un avertissement. C'était la voix de quelqu'un qui avait anticipé l'issue et choisi de ne pas intervenir. À l'arrêt suivant, Poirot tapota la vitre et demanda au chauffeur de s'arrêter. Il y avait un bureau de poste près de la place, une modeste structure avec une cloche en laiton au-dessus de la porte. Poirot descendit et, après un bref échange avec le préposé, envoya un télégramme à l'inspecteur Godard à l'Ouest. Demande d'enquête discrète sur la correspondance passée et l'historique des voyages du colonel Archibald Marsh. Priorité. Cordialement, H. Poirot. Il retourna à la voiture sans explication, reprenant son siège avec la précision calme qui masquait toujours ses pensées les plus complexes. Ils arrivèrent à Londres en début d'après-midi. La ville, animée par le dynamisme et le bruit d'un jour de semaine, semblait trop vivante, trop bruyante pour un homme qui venait de quitter une maison où la mort s'était installée si silencieusement. Poirot retourna à son appartement de Whitehaven Mansion, où Miss Lemont avait laissé son bureau en parfait état et où les orchidées avaient recommencé à fleurir. La symétrie le réconfortait. Lorsque la réponse à son télégramme arriva 2 jours plus tard, Poirot avait examiné l'affaire dans son intégralité. Ses notes, les photographies et même les dernières entrées du journal de Cordelia Worsley. Le message de Godard était bref mais révélateur. Le colonel Marsh a rendu visite à l'avocat londonien de Cordelia Worsley une semaine avant l'incident. Aucune affaire officielle n'a été enregistrée. Il s'est également rendu à Bruxelles pendant 2 jours à la mi-mars. Les registres des passagers le confirment. Aucun motif diplomatique n'a été mentionné. Poirot le lut 2 fois, puis plia le papier avec le soin de préserver des preuves plutôt que de la correspondance. La visite chez le notaire l'intriguait. Cordelia avait récemment mis à jour son testament, un détail que Finch avait mentionné lors de leur promenade dans le jardin. Si Marsh l'avait appris, ou s'il avait soupçonné qu'il n'en tirerait plus aucun bénéfice, la situation aurait changé. Plus troublant, cependant, fut le voyage à Bruxelles. Poirot connaissait suffisamment le passé de Marsh pour savoir qu'il n'y avait plus de famille, ni de but précis. Mais Bruxelles abritait également plusieurs archives ecclésiastiques, certaines contenant des archives de reliques controversées, des inventaires historiques de monastères disparus et de nombreuses relations avec le marché noir. Peut-être Marsh s'y était-il rendu non pas pour se cacher, mais pour vérifier. Pour découvrir ce que Cordelia avait acquis avant d'en mesurer pleinement la valeur. C'était un mobile, en quelque sorte, non pas pour un meurtre, mais pour le silence. Et le silence, Poirot le savait, pouvait être aussi mortel qu'un coup à la tête, si on le faisait au bon moment. Pourtant,
Sans preuve d'action ni message, ni incitation démontrable, il n'y aurait pas d'accusation. Poirot avait déjà vu de tels personnages. Des hommes qui orchestraient les événements par omission, qui ne laissaient aucune empreinte, seulement des échos. 3 jours plus tard, Poirot fut surpris de recevoir une lettre, non pas de la police ou de l'avocat, mais d'Iris Linton. L'enveloppe était lilas pâle, son écriture étroite et précise. « Monsieur Poirot, je ne prétends pas connaître les limites de votre enquête, mais je crois que vous avez peut-être laissé quelque chose à Elm Ridge. Quelque chose que je n'ai pas eu le courage de dire à voix haute. Le colonel Marsh a parlé à Evangeline 2 nuits avant le meurtre. Je les ai entendus juste quelques mots dans le couloir près de la bibliothèque. Il a dit, si elle ne vous écoute pas, vous devrez la forcer. Evangeline ne dit rien, mais elle parut, changée après coup. Ni incolérée, ni effrayée, résignée. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Peut-être rien, mais j'ai pensé que tu devais le savoir. Cordialement, Iris Linton Poirot plia lentement la lettre, puis se leva et se dirigea vers la fenêtre. La lumière de l'après-midi s'étendait sur les toits de la ville, longue et oblique. Il resta là un long moment, les mains légèrement jointes dans son dos. C'était suffisant. Pas pour un procès, peut-être, mais suffisant pour la vérité. Marsh avait serré la main. Evangeline avait porté le coup. Mais toutes deux avaient joué leur rôle, avec une compréhension commune. Cordelia Worsley ne pouvait être autorisée à utiliser ce qu'elle possédait. Et pourtant, au final, elle l'avait fait. Son dernier acte, inviter ces 7 personnes à Elm Ridge, les provoquer, les harceler, n'était pas un hasard. Elle le savait. Elle avait écrit les entrées de son journal intime comme un témoignage, semé la suspicion dans de nombreux cœurs et gardé le reliquaire près d'elle, non seulement par fierté, mais aussi comme une épreuve. Qui parmi eux craquerait? Poirot, malgré toute sa précision, ne pouvait qu'admirer son calcul. Il détestait ses méthodes, mais pas son courage. Et ainsi l'affaire s'est close, non pas avec des applaudissements, ni avec une justification, mais avec la simple reconnaissance qu'en matière d'histoire, de fierté et de fragilité humaine, la justice n'est jamais sans garantie. À la tombée de la nuit, Poirot retourna à son bureau, ouvrit une nouvelle feuille de papier et commença à écrire. L'affaire de l'indice sous le lit de Crocus. Sous le titre, il a écrit une seule ligne. Lorsqu'une vérité est enterrée, elle pousse des racines qui s'enfoncent dans le cœur des vivants. Hercule Poirot écrivait tard dans la nuit, son stylo plume glissant sur le papier crème épais avec une grâce experte. Il ne se précipitait pas, jamais. Chaque mot était choisi, chaque phrase mesurée, non seulement pour son exactitude, mais aussi pour sa clarté. L'affaire était conclue, certes, mais la résolution ne se résumait pas à une arrestation et à des formalités administratives. Non, la résolution exigeait quelque chose de plus profond, l'ordre et l'équilibre que Poirot appréciait par-dessus tout. Et pourtant, en revoyant ses conclusions, les aveux d'Evangeline, les implications de la complicité silencieuse du colonel Marsh, la dernière et courageuse lettre d'Iris Linton, il ne put s'empêcher de sentir que quelque chose restait inexprimé. Non pas caché, peut-être, mais non reconnu. La vérité, dans sa forme définitive, était plus que la somme des motivations et des opportunités. C'était un motif subtil, comme le grain du bois fin, visible seulement pour ceux qui l'observaient attentivement. Le lendemain matin, il demanda un dernier rendez-vous à Iris Linton. Elle accepta sans hésiter, et ils se retrouvèrent dans un salon de thé tranquille près de Kensington Gardens, loin de l'ombre d'Elm Ridge Hall. Elle arriva pile à l'heure, vêtue simplement mais élégamment, les cheveux coiffés en arrière dans un style moins élaboré que dans ses souvenirs. La bravade avait disparu. Restait quelque chose de plus authentique, une féminité retrouvée. « Merci d'être venue, mademoiselle », dit Poirot en se levant à son approche. « Je souhaitais vous revoir une dernière fois avant de clore mes notes. Il s'agit de votre lettre. Je savais que tu comprendrais ce que ça signifiait. » dit-elle en joignant les mains. « Même si personne d'autre ne le comprend. Je le crois. Et je crois que votre courage à dire la vérité alors que d'autres avaient tout à gagner à garder le silence n'était pas une mince affaire. » Elle baissa les yeux, puis le regarda de nouveau. « Crois-tu que Marsh sera traduite en J. Justice ?» Poirot marqua une pause. « Peut-être pas au tribunal. Mais la justice ne se résume pas toujours à des peines et des verdicts. Parfois, c'est le fait de savoir que quelqu'un sait, qu'il est vu pour ce qu'il est et qu'il ne peut plus vivre dans l'impunité. » Iris hocha lentement la tête. « Il faudra que ça suffise. Mais il y a encore une chose,
dit doucement Poirot. Une dernière observation, si vous le permettez. Bien sûr. Poirot se pencha légèrement. Vous avez dit dans votre lettre que Marsh avait dit à Evangeline, si elle ne vous écoute pas, vous devrez l'Y forcer. Cette formulation m'a frappé. Ce n'est pas le discours d'un homme qui suggère la violence. C'est le langage du commandement. Mais subtil, conçu non pas pour ordonner, mais pour rejeter la faute sur quelqu'un. Une poussée, mademoiselle, délivrée d'une main gantée. Iris le regarda, les yeux plissés. Tu crois qu'Evangeline voulait la tuer? Non, répondit Poirot. Mais je crois que Marsh savait précisément ce qu'il mettait en branle. Il n'avait rien à gagner en agissant lui-même. Il avait tout à gagner à s'assurer que quelqu'un d'autre le fasse. Alors il l'a utilisé, comme il a probablement fait pour bien d'autres avant elle. C'est l'héritage de tels hommes. Mais la tragédie de Mademoiselle Bryce ne réside pas seulement dans ce qu'elle a fait, mais aussi dans la prise de conscience, trop tardive, qu'elle avait été manipulée. Elle croyait protéger quelque chose de sacré. En réalité, elle était utilisée pour effacer une femme qui en savait trop. Iris secoua lentement la tête. Cordelia disait toujours que le passé était un théâtre, que chacun y jouait un rôle. Et pourtant, elle a mal choisi son casting, dit doucement Poirot. Elle croyait pouvoir contrôler l'histoire jusqu'au bout. Mais le problème avec les secrets, mademoiselle, c'est qu'une fois qu'on les a plantés comme des graines sous un parterre de crocus, on ne peut plus contrôler leur croissance. Ils restèrent assis en silence un moment. Dehors, les enfants jouaient dans les allées du jardin. Les fleurs commençaient aussi à s'épanouir dans le parc, tulipes, jonquilles, les premiers rayons du soleil dans une ville avide d'oublier le froid. Poirot se rôda à sa tisane. Puis il demanda, « Et vous? Que faites-vous maintenant ?» Iris sourit faiblement, sans amertume. « Je crois que je vais arrêter d'écrire les lettres des autres et commencer à écrire les miennes. Une belle ambition. Et toi ?» Poirot haussa les épaules avec modestie. « Ah, j'ai d'autres mystères à résoudre. Mais celui-ci. » Il tapota la couverture de son carnet. « Celui-là restera gravé dans ma mémoire. Non pas pour son intelligence, mais pour la leçon qu'il m'apporte. » Lequel est? Cette intelligence ne protège pas de la vanité. Et cette cruauté, même déguisée en ingéniosité, ne laisse que ruine. Elle hocha la tête, puis se leva. Arrivée à la porte, elle se retourna. « Monsieur Poirot, je crois que Cordelia voulait que quelqu'un la comprenne, au final. Qui la voit dans sa globalité. Vous l'avez fait. » Poirot inclina légèrement la tête. Elle s'est rendue difficile à admirer, mais pas impossible à comprendre. Il la regarda sortir au petit matin, puis retourna à son carnet. Il tourna la page jusqu'à la dernière page, où il avait écrit le titre quelques jours auparavant. L'affaire de l'indice sous le lit de crocus en dessous, il a ajouté une dernière phrase. La relique la plus dangereuse n'est pas celle qui est enfouie dans la pierre ou l'argent, mais celle que la mémoire maintient en vie dans le silence. Puis, avec beaucoup de soin, il ferma le carnet, le remit sur l'étagère des dossiers terminés et laissa le passé reposer, enfin, en paix.